Si votre médecin vous dit qu'un taux d'hémoglobine glyquée à 69 est suffisant, je ne pense pas qu'il ou elle fasse correctement son travail. De nombreuses idées sont répandues chez les diabétiques de type 1 ou 2 car elles sont relayées par la communauté ou certains médecins, qui tout simplement ne sont pas vraies. Ces mythes ou même ces mensonges purs et simples nous poussent parfois à faire des choses contre-productives, inutiles et parfois même dangereuses. Je ne suis pas un expert du diabète et je ne suis pas médecin non plus, mais je vis avec un diabète de type 1 depuis environ 30 ans, donc je pense en savoir un peu sur le sujet. Et il est temps de démystifier ces mythes. Alors allons-y, point numéro 1. Vous devez manger une quantité exacte de glucides prescrite pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner chaque jour. Vous devez toujours prendre la même dose d'insuline avec le repas. Presque tous les spécialistes du diabète me l'ont dit. On m'a recommandé de manger 48 grammes de glucides au petit déjeuner, 60 grammes au déjeuner, 60 grammes au dîner, plus 3 collations contenant chacune 24 grammes de glucides. Cela fait 240 grammes de glucides par jour, et c'est beaucoup trop, donc non, merci. Tu ignores que manger des aliments avec des glucides est contre-productif car ils augmentent la glycémie. Si je mange 240 grammes de glucides, je dois injecter 20 unités supplémentaires d'insuline dans mon corps chaque jour. Et je suis presque sûr que je vais faire plein d'erreurs quand je compte ou estime la quantité exacte de glucides que je mange. Quand je mange dehors ou prends un plat à emporter, je choisis de limiter les glucides en suivant la méthode du Dr Bernstein et son régime pauvre en glucides. Et depuis que j'ai commencé le régime pauvre en glucides, ma glycémie est plus équilibrée et mon taux d'hémoglobine glyquée n'a jamais été aussi bon. Vous n'avez pas besoin de UX 140 grammes de glucides par jour. Deuxième point, l'insuline doit toujours être au réfrigérateur. Beaucoup de personnes dans la communauté m'ont dit cela et j'ai aussi été convaincu à ce sujet. Seuls les flacons d'insuline ou les stylos pré-remplis qui ne sont pas utilisés doivent être conservés au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 4 degrés Celsius. Pour être précis, l'insuline que vous utilisez actuellement doit être conservée à température ambiante et doit être entièrement utilisée et jetée dans les 4 semaines suivant l'ouverture. Ne la conservez pas dans un endroit chaud, cela pourrait rapidement endommager l'insuline. Il n'est pas non plus idéal de garder l'insuline utilisée actuellement au réfrigérateur. Injecter de l'insuline froide peut être douloureux et retarde son absorption. L'insuline en usage doit être conservée à température ambiante. Si vous devez prendre de l'insuline au réfrigérateur, réchauffez-la toujours avant l'injection. Vous pouvez la rouler entre vos paumes ou la bouger de haut en bas 20 ou 30 fois, cela devrait suffire. J'utilise une pompe à insuline fixée en permanence et je remplis mes cartouches chaque semaine. Donc je dois faire attention. Et surtout dans les endroits où il fait chaud, je dois recharger l'insuline assez souvent. D'habitude, je fais cela tous les 3 jours parce que l'insuline qui se trouve dans la pompe à insuline peut facilement surchauffer, surtout au soleil. J'emporte aussi un stylo à insuline comme solution de secours lors de longues absences de chez moi. J'ai trouvé une excellente solution pour garder mon stylo à insuline à température ambiante dehors lors des journées chaudes, cette pochette thermique Click & Go. Elle s'appelle Vivicap et est compatible avec tous les principaux stylos à insuline. Elle est super légère et vous n'avez pas besoin de la recharger. Vous n'avez pas besoin non plus d'y mettre des packs de glace ou quoi que ce soit de ce genre. Tant que le voyant vert est allumé, vous pouvez être sûr que l'insuline est à la température ambiante idéale, entre 20 et 30 degrés Celsius. D'ailleurs, je l'ai testé ici au Brésil, où le climat est vraiment chaud et le voyant vert ne s'est jamais éteint. L'équipe de Vivicap a été très gentille et m'a envoyé celui-ci gratuitement. Alors, passons à la 3e ligne, et c'est que le HbA1c en dessous de 7% est suffisant. Eh bien, je ne pense pas. Si votre médecin vous dit qu'un HbA1c de 69 ou même plus est suffisant, si votre médecin ne vous pousse pas à faire mieux, je doute qu'il fasse correctement son travail. Le HbA1c normal d'une personne qui n'est pas diabétique se situe entre 45 et 57%. Toute personne ayant un taux entre 57 et 65 est considérée comme prédiabétique et tout ce qui est au-dessus de 65 correspond au diabète. Tout taux inférieur à 7% réduit nettement le risque de complications futures du diabète chez la plupart des personnes. Le risque reste, non? Donc 69% ne suffit pas. Pour moi, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Bien sûr, il n'est pas raisonnable de fixer l'objectif de HbA1c à 5,7% pour la plupart des gens, car chacun en est à un stade différent dans la gestion de son diabète. Mais nous devrions toujours nous remettre en question et viser de meilleurs résultats à chaque test de HbA1c. En plus de 30 ans de vie avec le diabète, je ne suis descendu en dessous de 5,7% qu'une seule fois. Mon dernier résultat est de 6,3, donc ce n'est pas top.
Mais j'ai déjà atteint 13,3% quand j'étais adolescent, sans accès au capteur de glucose en continu. Tu vois, j'ai bien progressé et tu peux aussi réussir, mais attention, il y a plusieurs formes de HbA1c. Tu peux obtenir une bonne HbA1c avec une courbe de glycémie comme celle-ci, avec beaucoup de pics et de creux, ou avec une courbe de glycémie comme celle-ci qui est presque plate. Le HbA1c n'est qu'un test de laboratoire, une photo instantanée, un résultat ponctuel de ce qu'a été ta glycémie moyenne au cours des 3 derniers mois. Le problème, c'est que pour contrôler parfaitement ta glycémie, il ne suffit pas de regarder une seule photo instantanée. En fait, l'HbA1c peut être un faux indicateur d'un bon contrôle de la glycémie. Et toi et ton médecin devez regarder 2 autres indicateurs pour vraiment minimiser le risque de futures complications du diabète. Ne néglige pas cette vidéo, elle approfondira ce que tu viens d'apprendre et améliorera ton contrôle de la glycémie. Clique dessus et regarde-la. On se retrouve là-bas. Ciao!